Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux livres. Il y en a un qui faisait partie des livres que je devais lire cette année. Je l'ai déjà terminé parce que c'était très court, vous allez comprendre pourquoi. Et le deuxième, c'est un livre que j'ai lu l'an passé, au mois de novembre je crois, et que j'avais déjà lu il y a très longtemps. Vraiment longtemps, je ne sais plus combien de temps, mais très longtemps. Et je l'ai relu parce que je ne me souvenais plus de toute l'histoire. Je me rappelais globalement du déroulement de l'histoire, mais je ne me souvenais pas de l'intrigue complète et du développement de l'intrigue. Et c'est dans ce second livre, dont je parlerai en deuxième partie de la vidéo, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le développement de l'intrigue. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de relire. Donc le premier était une découverte, il est là, hop, vous l'avez vu, c'est trop tard, mais vous n'avez peut-être pas encore vu ce que c'était. Donc ce premier livre, je l'ai lu très rapidement. Alors, c'était pour me replonger dans un univers que j'ai apprécié, et là on est dans une bande dessinée. Alors une bande dessinée fantastique, et issue d'un univers que j'ai aimé, et je me suis dit, bon bah voilà, on va quand même se plonger là-dedans, même si j'avais quelques réticences, et je me suis dit que bon, peut-être être un peu déçu, je me suis quand même lancé dedans. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un produit dérivé, pourrait-on dire, de quelque chose de vraiment très connu, d'une série télé extrêmement connue, qui a vraiment beaucoup marché. Et nous sommes ici avec Stranger Things. Voilà, alors on a un seul volume pour nous parler d'un épisode particulier de Stranger Things. Alors on est dans la première saison de Stranger Things, qui d'ailleurs, me concernant, à mon avis, est la meilleure. J'ai beaucoup aimé Stranger Things, c'était vraiment sympa. Il y avait de très bonnes idées. J'ai bien aimé l'ambiance des années 80, j'aime bien l'histoire du groupe de copains, les pouvoirs paranormaux, le fantastique, les dimensions parallèles, tout ça c'est vraiment génial. Même si c'était pas extrêmement innovant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série dans ce thème, même peut-être pas beaucoup d'ailleurs, et il n'y a pas eu beaucoup de séries qui ont travaillé sur ce genre de thématique, et on avait plutôt l'impression d'être dans un roman de Stephen King par exemple, ou dans un jeu vidéo, et c'est peut-être un peu le reproche de Stranger Things, même si c'était vraiment sympa. Quand on a beaucoup lu, quand on a lu King ou d'autres auteurs de fantastique, on retrouvait tous les codes. C'est comme si les auteurs de Stranger Things avaient coché des cases pour remplir tout ce qu'il fallait pour recréer l'ambiance typique de ces livres fantastiques qui se passent dans les années 80 où il y a des adolescents. C'est pas un reproche, c'était vraiment sympa puisqu'il y en a très très peu à la télévision ou au cinéma. Donc finalement j'étais quand même content et emballé par la découverte de Stranger Things. J'ai été beaucoup moins séduit par la deuxième saison et alors encore moins par la troisième. J'en parlerai pas ici, c'est pas le sujet. Donc je me suis dit, me replonger dans la première saison, c'est bien, je vais peut-être en apprendre un peu plus. Là, on a évidemment Will Byers en couverture parce que l'histoire va se tourner vers ce personnage. Donc c'est une bande dessinée qui est assez longue. Elle fait à peu près le double d'une bande dessinée classique. On a près de 80 pages, et donc c'est vraiment sympa parce que souvent quand il y a une bande dessinée, on est parfois un peu frustré parce qu'elle se termine un peu vite. Les BD c'est génial, moi j'aime vraiment ça, j'aime bien les mangas aussi. Mais les BD, le problème c'est que ça se lit souvent très vite, et c'est vrai que moi j'aime bien parfois entamer une bande dessinée où je sais qu'il y a 10 tomes et qu'ils existent déjà, comme ça j'ai pas à attendre 1 an et demi, 2 ans que le tome d'après sorte, et je peux me lancer dans une collection de 10-12 tomes, ou un peu moins, c'est pas grave, 7-8 tomes, et me dire là voilà, j'ai une grosse aventure dans laquelle je vais pouvoir me plonger, je vais pas avoir la frustration de l'attente, et
et je vais avoir de quoi me mettre quelque chose sous la dent pendant un bon moment. Parce que c'est vrai qu'on est entre, selon les bandes dessinées, entre 45 minutes et 1h30 de lecture. Selon l'intérêt de l'histoire, selon le contenu, est-ce qu'il y a beaucoup de texte dans les bulles ou pas? Est-ce que les planches sont vraiment jolies? Est-ce qu'on prend beaucoup de temps à les regarder, à les détailler, ou bien est-ce qu'on passe rapidement? Donc voilà, tout ça, des facteurs qui se croisent pour nous allonger ou non le temps de lecture sur une bande dessinée. Donc celle-ci, je l'ai lue à peu près en 40 minutes. Alors là, évidemment, vous commencez peut-être à comprendre que c'est pas forcément bon signe si je l'ai lu en 40 minutes. J'ai pris mon temps, je me suis posé dans mon canapé, j'ai lu ça tranquillement. Et malheureusement, le temps est passé très vite, mais pas parce que j'ai été happé, parce que ça se lit vite. Alors, on a ici une très jolie couverture, il faut le dire. Moi, j'aime bien, c'est joli, ce côté photoréaliste, c'est réussi. Et on a vraiment une ribambelle de gens qui ont travaillé sur cette bande dessinée. Alors, je vais quand même les citer par respect pour ces gens. Donc on a au scénario Jody Hauser, au dessin Stefano Martino, à l'ancrage Kev Champagne, il s'appelle Champagne, à la couleur Lorraine Aff, à la couverture Kyle Lambert, bon la traduction Sarah Grassart, et au lettrage Nate Piekos et Nathan Kempf. Donc on a toute une galerie de gens qui ont travaillé sur cette bande dessinée, et il faut ajouter à ces noms d'autres personnes qui ont travaillé sur des illustrations séparées à l'intérieur. On a le droit à quelques planches de différents dessinateurs qui nous livrent quelques planches à l'intérieur de la bande dessinée. Bon, comme la dernière, par exemple, la dernière donc illustrée par Jane Bartel, et qui ne s'inspire pas du tout du dessin des planches de la bande dessinée. Donc là, on est hors contexte, on est dans des illustrations d'auteur. On va pas voir la fin, voilà. Et on en a plusieurs, on en a une petite dizaine, encore une autre, faite par Alexis Briclot, cette fois. Avec des styles différents. Là, on a une évocation de Alien, évidemment, avec l'œuf en bas. Et on en a, voilà, comme ça, une petite dizaine, plus ou moins jolies. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Celle-ci, par exemple, ne présente pas beaucoup d'intérêt. On a un noir et blanc, mais qui n'est pas forcément très très beau, pas très détaillé. Bon, évidemment, tout ça est toujours très subjectif. On aime, on n'aime pas un trait de dessin. C'est évident que je ne donne que des commentaires personnels, c'est évident. On en a vraiment pas mal, donc encore un, pour le coup plutôt photoréaliste, ici. Donc après ça, on peut se dire, ah bah c'est quand même joli. Moi j'aime bien ce genre de dessin. Mais par contre, les planches elles-mêmes ne m'ont pas du tout happé. J'ai pas aimé le trait de crayon du dessinateur Stefano Martino. Oui, c'est ça. Ça m'a pas vraiment plu. Bon, je vais vous montrer par exemple la première planche. Donc on a un style dans ce genre-là, hein, tout au long de la bande dessinée, évidemment, hormis des planches qui entrecoupent le récit, que je vous ai montré avant. Et moi, je suis pas fan de ce genre de dessin. Ça ne me plaît pas trop. On a de temps en temps des grandes planches par le dessinateur principal. Mais j'accroche pas trop à ce dessin pas très détaillé. Ça ne me plaît pas beaucoup. Bon, alors après ça, c'est très subjectif. Si on a un scénario qui tient la route et des dialogues intéressants, ça passe, hein, évidemment. Hein. Le dessin est pas affreux du tout. Hein. Disons que c'est pas ce que j'aime. Et maintenant, évidemment, je veux quand même vous dire un mot de l'histoire. Alors, on s'intéresse à Will Byers, un des 4 gamins de Stranger Things.
et on commence cette bande dessinée au moment où Will Byers se réveille dans un monde parallèle. Donc le but de cette bande dessinée, c'est de nous expliquer qu'est-ce qui arrive à Will Byers. D'ailleurs, cette BD s'intitule De l'autre côté. Donc, que se passe-t-il quand Will Byers est propulsé dans un monde parallèle? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il survit? Comment il s'en sort? Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il découvre éventuellement? Alors, c'était intéressant comme promesse scénaristique. Bon, moi, je n'y ai pas trouvé un grand intérêt, malheureusement. Alors, ça n'est pas dénué d'intérêt. On a l'impression, avec cette bande dessinée, de se retrouver, vous savez, souvent dans les films ou dans les séries, on tourne des scènes, on ne les monte pas, et ça reste des scènes inédites, des scènes coupées. Et en fait, c'est un peu l'impression que ça m'a fait avec cette bande dessinée. Parce que souvent, quand on découvre des scènes coupées, après sur un Blu-ray ou sur YouTube, eh bien, on se dit, ah oui, en fait, c'était dispensable. Donc c'est pour ça, ça n'a pas été monté, c'est normal. On n'apprend pas grand-chose. Alors quand on est très très client et très fan d'un film, on est content de découvrir des scènes, c'est normal. Mais souvent, avec du recul, on se dit, bon, bah, elle n'a pas été montée, c'est normal. Elle est vraiment pas très très passionnante. Donc du coup, on comprend pourquoi le réalisateur, au bout du bout, il ne l'a pas montée. Eh bien, c'est la même impression que ça me fait avec cette bande dessinée. J'ai l'impression de me retrouver face à une scène coupée, une longue scène coupée, ou des mini-scènes coupées, et que le réalisateur aurait décidé au final de ne pas monter parce qu'il n'y voyait pas d'intérêt pour le récit général de la série ou de l'épisode. Et c'est à peu près la même chose. Donc ce qui se passe à l'intérieur n'est pas très passionnant. Donc on a Will qui est aux prises avec le démon Gorgon. Il lutte contre lui à plusieurs reprises, il essaie de fuir, il se cache dans la forêt, il erre dans sa maison, il essaie d'entrer en contact avec sa mère, enfin voilà. On a tous les codes, tout ce qu'on a dans la série. Mais le problème, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. À mon sens, ça n'était pas très passionnant. Il y a quelques événements dans cette bande dessinée qui nous sortent du contexte de monde parallèle dans lequel est plongé Will et qui nous rappellent des événements de la série. Par exemple, on a à plusieurs reprises un décrochage et on se retrouve dans le passé très récent de Will quand il est avec ses 4 copains et qu'il est en train de faire sa partie de jeu de rôle. Donc ça, on en a à 3 ou 4 reprises dans la bande dessinée. Et le problème, c'est qu'il ne se passe rien d'intéressant. Donc on les voit faire leur partie et puis finalement on se dit bon bah ça va nous amener quelque chose pour le récit et le récit qui nous apprend en plus normalement sur Will piégé dans ce monde parallèle, eh bien non, on n'en apprend rien. Ces passages tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, comme on pourrait dire. Donc je vais vous en trouver d'autres à vous montrer et malheureusement voilà, là on en a un d'une seule page. Donc d'un seul coup, on passe de Will à son passé. Et ça ne nous apprend rien, rien de particulier, des dialogues qui sont pas très intéressants. Ils nous parlent de leur dialogue en fait qui concerne la partie de jeu de plateau, de jeu de rôle et rien d'autre. Et on en a comme ça plusieurs. Et donc moi j'ai pas trop accroché parce que je me suis dit ça nous sort du récit de Will et de son cauchemar dans lequel il est coincé. Et est-ce que ça va nous apprendre quelque chose? Non, ça nous apprend rien. Alors en fait, je pense que les scénaristes de cette bande dessinée, ils se sont dit qu'ils allaient procéder un peu à un découpage à la série télé en faisant des flashbacks, en incluant des scènes. Ça peut fonctionner de temps en temps, mais là comme ça n'apporte pas grand-chose, eh ben ça fonctionne pas beaucoup. Donc là, on a encore une scène. Voilà, on a Will qui est coincé chez lui, qui a découvert un téléphone et la planche d'après, on est tout de suite avec ses copains une nouvelle fois sur une planche qui sont en train de jouer à leur jeu de rôle. Et on n'apprend rien de particulier. Donc c'est dommage parce que finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Après il y a aussi quand même quelques incohérences qui ne m'ont pas trop enchanté. Moi j'aime bien que les choses soient bien cohérentes. Et pendant une grande partie de la bande dessinée, au début, donc vous voyez là j'en suis à plus de la moitié.
Ce que je vais vous présenter maintenant là se passe à plus de la moitié. Et Will s'est déjà battu à de nombreuses reprises avec le Démogorgon et le Démogorgon. Et là, il se retrouve une nouvelle fois confronté à la créature. Alors jusqu'à présent, il l'a fait fuir, il lui a tiré dessus, il a réussi à se cacher. Bon, c'est relativement cohérent. Et d'un seul coup, on a une nouvelle scène où Will est coincé dans sa chambre. Et donc, il est coincé dans sa chambre, il doit lutter contre le Démogorgon. Et cette fois-ci, il a même plus de fusil. Le Démogorgon est sur ses traces, comme on le voit dans cette case ici. Et case d'après, on voit en haut, donc ici, on voit Will courir. Et on nous dit, Will ne savait pas quand le monstre avait arrêté de le poursuivre. Alors bon, on pourrait imaginer qu'il va y avoir une explication après, il n'y en a strictement aucune. Donc en fait là, comme par miracle, Will, il a échappé au Démogorgon qui veut le dévorer tout cru, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et donc ça n'est pas du tout cohérent. Il est sur ses traces, une BD, ça, les cases ont une importance, voilà, là il se passe la poursuite, on le voit, il est sur ses traces, il est à quelques mètres de lui, il essaye de le dévorer, vraiment il le veut, et la case d'après il le veut plus. En fait il s'est essoufflé, le Démogorgon. Bon, c'est quand même un peu dommage. Il y aurait eu une explication après, j'aurais dit ok c'est bien, hein, ils nous ont trouvé quelque chose, une pirouette pour que Will puisse s'en aller. Or il n'y a rien, il n'y a pas de pirouette scénaristique, et bon malheureusement des petites incohérences comme ça, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas énormément, là je voulais vous en citer une pour vous dire ce qui m'avait pas forcément plu, mais on peut pas dire qu'il y en ait des quantités gigantesques. Mais toujours est-il que ça gâche quand même la dynamique du récit et ça gâche l'intérêt qu'on peut avoir pour ce genre de récit. Donc finalement, la fin de la BD, je ne vous dis pas, mais recolle avec le scénario parfaitement avec le scénario de la saison 1. Et donc, malheureusement pour moi, je me suis quand même pas mal ennuyé dans cette bande dessinée. Je n'y ai rien appris de particulier et je ne la conseillerais pas, en réalité, à des gens qui voudraient découvrir des choses intéressantes sur Stranger Things. On n'apprendra rien, on ne sera pas plongé au cœur d'un scénario passionnant et on va avoir cette sensation, ce goût amer d'une scène coupée qu'on n'a pas monté parce que finalement elle n'était pas intéressante et c'est comme ça, c'est normal. Donc le problème, c'est qu'on est quand même face à un produit purement marketing. Il n'y a pas d'autre mot, ça n'est pas une totale arnaque, mais c'est un produit marketing qui n'apprend rien de particulier au lecteur concernant l'histoire du monde parallèle ou des aventures de Will. Voilà. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Les produits de licence, il faut s'en méfier. Je parlerai d'autres BD sous licence que j'ai pu lire l'année dernière et on verra si oui ou non c'était plus intéressant. Alors maintenant, second livre, on va passer à autre chose. On va rester dans un monde un peu fantastique. Fantastique et science-fiction, on peut cataloguer ce livre dans ces deux catégories. Alors, ce livre, je l'avais lu il y a très longtemps. Je l'ai vu également. Donc, ma langue n'a pas fourché pour rien, parce qu'effectivement, il y a eu une adaptation cinématographique de ce livre. Une adaptation réussie, mais qui diffère quand même en de nombreux points de l'œuvre d'origine. Ce film était réussi, le livre apporte d'autres informations et pousse plus loin la réflexion philosophique. Alors, je l'ai lu sur liseuse, je l'ai ce livre, évidemment, je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas tous mes livres ici, donc celui-ci je l'ai sur liseuse. Et je l'ai relu avec un certain plaisir. Donc nous sommes là face à un très grand classique du fantastique, de la science-fiction. Il est vraiment très connu.
ce livre. Et pour cause, il aborde un sujet qui n'a pas été si souvent abordé dans la thématique SF ou fantastique. C'est un livre qui est passionnant, qui est vraiment ancien, il date de 1957. Et pour autant, il n'a vraiment pas vieilli. Franchement, je l'ai lu avec un immense plaisir. Donc nous sommes ici face à L'homme qui rétrécit de Richard Matheson. Richard Matheson, donc un auteur américain du New Jersey, qui est né en 1926, qui est mort en 2013, si ma mémoire est bonne. Et donc cet auteur américain, il est quand même très connu parce que il a écrit un grand nombre de romans à succès, des romans qui ont été adaptés au cinéma, qui ont aussi parfois été adaptés pour certains de ses écrits qui n'étaient pas des romans mais des nouvelles à la télévision. Matheson a écrit beaucoup de nouvelles, donc grosse production de romans et de nouvelles. Je crois bien que certaines de ces nouvelles ont été adaptées dans la très vieille série des années 60 qui s'appelait La Quatrième Dimension. Une série que je recommande pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne craignent pas le noir et blanc. Moi je ne le crains pas du tout, mais il y a des gens qui pourraient avoir des a priori. Cette série, La Quatrième Dimension, est tout simplement géniale, même 60 ans après. Et donc, Matheson, comme d'autres de la SF, ont été adaptés dans cette série. Alors, Matheson, il a fait parler de lui avec une adaptation que vous connaissez sûrement tous, qui date maintenant pas mal, c'est Je suis une légende. Je ne sais plus quel est le réalisateur de ce film, pour moi médiocre, avec Will Smith. Et ce film avait été adapté avant, dans les années 70, avec je ne sais plus quel est le nom du réalisateur non plus, ça devait s'appeler Le Survivant, je pense. Et c'était un film où il y avait un acteur assez connu qui s'appelle Charlton Heston, un vieil acteur des années 40, 50, 60, 70. Et donc, Matheson, c'est un homme qui donc a été récupéré dans les scénarios hollywoodiens pas mal de fois. Cet homme a fait là quand même un petit chef-d'œuvre, à mon sens. L'homme qui rétrécit, c'est vraiment réussi. Ça nous parle d'un Américain. On va quand même dire de quoi ça parle. Donc, ça nous parle de l'aventure d'un Américain qu'on pourrait dire être un Américain moyen, représentatif de la classe moyenne des Américains dans les années 50. Donc le livre écrit en 1957, le livre se passe dans ces années. Et cet homme, il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire, de fantastique et de terrifiant. Il est un jour sur un bateau, et il est sur le pont du bateau, il prend le soleil, et il voit au loin arriver vers lui une sorte de nuage très étrange. Alors, je ne vous dévoile pas grand-chose, parce que ça arrive au tout début du livre. C'est le premier chapitre, le chapitre d'introduction qui est très court, qui nous plonge immédiatement dans l'événement. Donc, cet homme, Scott Carey, c'est son nom, il est sur le pont d'un bateau et il voit au loin un nuage très étrange arriver vers lui. Le nuage le traverse et ça lui laisse sur lui une substance un peu étrange, un peu brillante. Et il y a d'autres personnes à bord, mais les autres personnes sont à l'intérieur du bateau. C'était le seul sur le pont, c'est le seul qui a été traversé par ce nuage. On passe immédiatement après au chapitre suivant qui nous fait comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive à cet homme. Donc cet homme va être plongé dans la bizarrerie la plus incroyable. Il va s'apercevoir qu'il rétrécit. Alors il rétrécit pas simplement en taille, non, il rétrécit proportionnellement. Chaque partie de son corps rétrécit, ses doigts, ses yeux, ses cheveux, son squelette. Cet homme rétrécit petit à petit. Donc on part d'un homme qui fait environ 1m80 si ma mémoire est bonne.
Et dans tous les chapitres, cet homme va rétrécir à 1m73, et puis après, plus tard, il fera 90 cm. Bon. Cet homme rétrécit. Alors, la structure du roman, elle est vraiment sympathique. Donc, comme je vous le disais, dès le premier chapitre, on sait ce qui lui arrive. Ça dure quelques pages. Ensuite, on passe au deuxième chapitre et on comprend immédiatement dans l'attaque de ce deuxième chapitre que cet homme, il est confronté à un monde qui n'est pas normal et qui lui est arrivé quelque chose d'étrange. Je vais vous lire le tout début du deuxième chapitre. Ça vous donnera un peu le ton de ce livre et ça vous mettra un peu dans l'ambiance de qu'est-ce qui se passe dans cette aventure. Alors, on est vraiment au tout début du livre. L'araignée fonça sur lui dans l'ombre des étendues sableuses, tricotant furieusement de ses pattes immenses. Son corps ressemblait à un œuf gigantesque et luisant, qui tremblait de toute sa masse noire tandis qu'elle chargeait à travers les monticules privés de vent, laissant dans son sillage des ruissellements de sable. L'homme en resta paralysé. Il vit l'éclat venimeux des yeux de l'araignée. Il la regarda escalader une brindille de la taille d'un rondin. Le corps haut perché sur ses pattes que le mouvement rendait flou, jusqu'à atteindre le niveau des épaules de l'homme. Derrière lui, soudain, dans son abri d'acier, la flamme s'alluma avec une explosion qui fit vibrer l'air. L'homme fut arraché à sa stupeur. Voilà. Donc, je ne vous fais pas beaucoup plus long. Je voulais vous donner un peu la teneur de l'écriture de Matheson et où on en est au tout début du livre. Plonger immédiatement dans cette aventure avec un homme. Alors au début, on ne nous dit pas qu'il s'appelle Scott Carey, on l'apprend après. Et cet homme, on comprend tout de suite que c'est pas normal. Une araignée qui le menace. Donc là, on comprend tout de suite qu'il y a un problème. Toute la description qui suit dans les quelques lignes qui vont continuer le récit là que j'ai commencé à vous lire, nous indique que cet homme est effectivement dans un environnement avec des boîtes de conserve gigantesques à côté de lui. On comprend qu'il y a quelque chose qui est problématique. Et immédiatement après ce chapitre, on attaque directement le rétrécissement de cet homme. Donc tout ça se passe dans vraiment quelques pages au début du livre. On est plongé très rapidement dans la mésaventure terrible de cet homme. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qui m'a beaucoup plu en tout cas, c'est la structure du récit. Moi, j'ai bien aimé. Donc, on commence, cet homme, il lui arrive quelque chose d'étrange, et immédiatement après, on comprend qu'il a un problème de rétrécissement, qu'il est vraiment minuscule, puisqu'il est menacé par une araignée. Et le chapitre d'après, à partir du chapitre 3, on va nous décliner la mésaventure de cet homme, et on va nous expliquer comment c'est arrivé, et pourquoi c'est arrivé, en suivant le rétrécissement de chapitre en chapitre de cet homme. Alors, c'est vraiment passionnant. On se plonge dans l'Amérique des années 50 et ça a vraiment un sens et un intérêt. Je ne vous le dirai pas autrement, je vais vous en parler tout de suite. Et donc, du coup, on est emporté par ce malheur immense qui arrive à cet homme et un malheur qui prend plusieurs formes. Non seulement il rétrécit, on le sait dès le début, on nous dit que cet homme rétrécit d'1/7 de pouce, soit 3 mm tous les jours. Donc évidemment, il y a une angoisse, le livre se déroule sur 18 mois, et on se dit, mais comment cet homme va faire, qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où va-t-il rétrécir en réalité? Et donc, j'ai pris quelques notes qui sont extraites de ce livre, pour pas perdre le fil de ce que je voulais dire. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, moi ce qui m'a semblé vraiment, vraiment sympathique et innovant, parce qu'on est quand même en 1957, c'est qu'on renverse un peu les codes de la science-fiction et de du fantastique de l'époque. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, dans les films et dans les romans de SF de ces années-là, on a affaire à des insectes, par exemple, gigantesques, qui, suite à un passage, par exemple, dans un nuage toxique ou voire radioactif, ces insectes se mettent à grandir et finalement, ils menacent la sécurité de l'humanité, en tout cas de la communauté locale. Et là, Matheson, il a pris le contre-pied. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à un nuage bizarroïde
qu'on peut assimiler à un nuage radioactif. Et au lieu de grandir, eh bien lui, il est confronté à autre chose, il est confronté au rétrécissement. Donc ça, c'est assez amusant, cette pirouette. Et donc, du coup, on est éloigné des préoccupations de l'époque avec ces insectes gigantesques. Là, la menace, c'est parce que cet homme rétrécit et évidemment, au fur et à mesure qu'il va rétrécir, il va être confronté à différents types de dangers. Alors, évidemment, ce sont les choses qui vont grandir autour de lui et on n'imagine pas que ça peut représenter un certain danger. Et Matheson, justement, et très intelligemment, nous donne de multiples exemples tout au long du récit pour savoir à quel type de danger cet homme va être confronté. Alors, c'est bien trouvé parce que on a un mélange de dangers inhérents à la société et de dangers inhérents à la technologie, ou en tout cas à la taille des choses. Et ça, c'est bien parce qu'il y a une alternance. Donc, pendant toute une première partie, ces personnages, il va être confronté à des dangers parce qu'à un moment il est plus petit, donc il va être menacé par des... Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, hein. Je ne veux pas toujours tout dévoiler. Après, c'est du spoil à 100%. Mais un seul exemple, il est menacé par une bande de gamins qui le prennent pour un petit, pour un adolescent. Et évidemment, là, on a toute la terreur de l'adulte qui est prisonnier de son corps et qui est confronté à la délinquance. Il y a d'autres exemples beaucoup plus glauques que je ne vous révélerai pas. Et ces exemples, par exemple, pour vous donner un point d'intérêt sur le film qui est vraiment réussi, le réalisateur il s'appelle Jack Arnold, je crois, si je me souviens bien, et le film est vraiment réussi, et il n'a pas adapté tout ce qu'il y a dans le livre, et il y a des parties un peu plus sensibles qui n'ont pas été mis en scène dans ce film, sans doute pour la censure américaine de l'époque, j'imagine. Donc ça vous fera une découverte, aussi bien si un jour vous lisez ce livre, et si vous vous plongez après dans le film, vous pourrez. Vous n'aurez pas tout à fait les mêmes enjeux. Alors, il y a des enjeux intéressants, je vous disais tout à l'heure. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le déroulement, parce que on se demande, on a un point de départ, on sait que cet homme est petit, on sait qu'il lui est arrivé quelque part d'ailleurs, et on va se demander pourquoi. On est un peu comme dans cette vieille série policière Columbo, fameuse, extrêmement connue et génialissime. Et donc on a quelque chose qui est arrivé, et l'intérêt, ça va être de comprendre pourquoi et comment ça s'est fait. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa pour le coup. Et ce qu'il y a aussi de bien dans ce roman, c'est l'alternance dans les chapitres, où on a affaire à un chapitre où Scott a rétréci et donc est confronté à son quotidien d'homme rétréci, et on a aussi le processus de rétrécissement dans son passé. Donc un chapitre, on a à l'instant T, 18 mois après, à quoi Scott est confronté, et le chapitre suivant, on a Scott à un moment de sa vie où il fait 1m60, et là, qu'est-ce qui lui arrive dans son existence. Les deux types de chapitres qui drainent un récit donc différent sont vraiment intéressants, et ne soulèvent pas les mêmes interrogations et les mêmes problèmes philosophiques. Pas tout à fait, en tout cas. Bien qu'ils peuvent se rejoindre, mais il y a quand même une vraie différence. Alors, il y a un truc très intéressant dans les parties qui concernent le rétrécissement de Scott à certains stades, c'est sa vie familiale, sa vie en société. Alors, Matheson, vraisemblablement, il a quand même voulu mettre le doigt sur un élément crucial des États-Unis à cette époque, c'est la place de l'homme dans la société américaine en 1955. Alors évidemment, il faut, comme souvent, faire un effort pour recontextualiser tout ça, se plonger dans l'Amérique des années 50 et comprendre que l'Amérique des années 50, ça n'est pas la France de 2021.
Et ça c'est très intéressant parce que on a donc une déclinaison des codes qui identifient un homme aux États-Unis, un Américain moyen en tout cas, dans les années 50. Alors cet homme, c'est un travailleur, on ne nous dit pas exactement son âge, on imagine qu'il a 25 ans à peu près. Il est marié avec une femme, Louise, avec laquelle il a eu une fille, Beth, et une petite fille. Je crois qu'elle a 10 ans, il me semble, 8 ans, je sais plus, 8-10 ans, quelque chose comme ça. Et donc, ils vivent dans une maison typique de la banlieue américaine. Donc là, on est vraiment plongé dans l'univers totalement caractéristique des États-Unis dans les années 50. Et cet homme qui va rétrécir, il va vite être confronté à de graves problèmes qui vont remettre en jeu son identité dans la société. Pourquoi ? Eh bien parce que rapidement, ce pauvre homme, il ne va plus pouvoir travailler. Les hommes travaillent, ramènent de l'argent à la maison, ils considèrent ça comme leur devoir. D'ailleurs, c'est mis en avant dans le roman. Scott ne veut pas que sa femme travaille. C'est pas vraiment qu'il veut l'empêcher, mais disons qu'il considère que moralement, c'est à lui de ramener l'argent à la maison. Alors, il va être obligé d'abandonner à un moment donné, donc il ne peut plus ramener d'argent. Et ça, c'est la première claque qu'il se prend, parce que son statut d'homme est rabaissé d'un degré. Donc, en tout cas, dans sa vision de son fonctionnement, ça lui met un coup d'arrêt dans sa vie familiale. Ensuite, il est confronté à de plus graves problèmes, pourrait-on dire. Il rétrécit, et le fait d'être plus petit va créer chez sa femme une vision totalement différente de cet homme. Ça, c'est une partie qui n'est pas beaucoup abordée dans le film et qui est très intéressante dans le livre. Donc cet homme, il est trop petit à un moment donné, il y a une vraie différence de taille entre lui et sa femme et de constitution. Et évidemment, à un moment donné, ils vont avoir des problèmes de relations de couple, ils ne vont plus pouvoir avoir de relations sexuelles et la vie amoureuse va complètement changer. Cet homme va devenir une sorte d'enfant. Donc on a là une sorte d'infantilisation de la part de sa femme qui ne le fait pas pour le rabaisser, mais elle le fait parce que cet homme ressemble de plus en plus à un jeune garçon et donc du coup elle le voit comme quelqu'un de fragile dont elle doit s'occuper, mais elle n'a plus du tout la vision d'un homme avec lequel elle aimerait avoir des relations charnelles. Donc Scott, évidemment, ça va le torturer et ça va constituer une partie non négligeable du récit parce qu'il va focaliser sur ce problème, il va en devenir dépressif et pris dans sa dépression, il va beaucoup penser à sa libido parce que pour l'Américain de l'époque, ramener de l'argent à son foyer, avoir des relations sexuelles avec sa femme et donc constituer un couple, évidemment ça fait partie de ce qui le caractérise. Et il va être privé de ces choses essentielles pour lui. Ça c'est donc très intéressant. À un moment donné du livre, il va se mettre à fantasmer sur la babysitter parce que, pour la bonne et simple raison, qu'elle est beaucoup plus petite que sa femme et que lui, il se projette plus facilement parce que lui aussi est vraiment petit. Donc il y a un tas d'éléments comme ça qui sont vraiment intéressants, qui nous parlent de la place de l'homme dans la société. Alors évidemment, la place de l'homme dans la société, aujourd'hui, au XXIe siècle, elle a changé, d'ailleurs elle est encore en train de changer, elle est même discutée, elle n'est pas complètement changée, mais elle est discutée, c'est une discussion de fond dans la société du XXIe siècle, et Matheson s'interroge déjà en 1957 sur cette place. Ça c'est vraiment très intéressant. Donc cet homme, il subit cette problématique-là qui va fonder quand même une grande partie du cœur du récit de l'homme qui rétrécit. À côté de ça, il y a évidemment la lutte de Scott pour survivre à un environnement de plus en plus petit. Vous l'avez vu, je ne vous ai rien spoilé de particulier, un petit peu quand même, désolé, mais au tout début, autrement je ne peux pas parler du livre, au tout début, il est confronté à une araignée, on le sait dès le début, dès les premières pages, et cette araignée va devenir son ennemi numéro 1. Il va devoir lutter contre elle, lutter pour survivre, lutter pour manger, lutter pour rester au chaud, pour voilà.
pour véritablement survivre. Et alors, je ne vais pas trop me lancer dans cette analyse. Beaucoup y ont vu, dans la lecture de ce roman, un parallèle entre l'araignée qui le menace et sa femme qui le délaisse et qui quelque part le menace dans sa masculinité. C'est pas impossible, oui, il y a un peu de ça, c'est vrai. Mais aussi on peut aussi, si on veut, prendre le récit plus au premier degré et comprendre la lutte de cet homme pour sa survie. Les deux interprétations, sont intéressantes. Mais je suis pas entièrement d'accord avec cette interprétation de parallèle entre sa femme et l'araignée. Alors, elle est présente, c'est vrai, mais je ne suis pas entièrement d'accord parce que beaucoup de gens qui en parlent de la détestation de Scott pour son épouse. Or, je crois que les gens voient aussi ce qu'ils veulent voir. Parce que finalement, il aime quand même beaucoup sa femme. Et à de nombreuses reprises dans le roman, quand il est petit et qu'il repense à son passé, à son épouse, il est véritablement désespéré. Il sombre un peu dans la dépression. Il est désespéré et évidemment, c'est aussi parce qu'il aime son épouse. Ça n'est pas que purement physique. Il sent que son monde disparaît. Il sent que le monde dans lequel il vivait s'écroule autour de lui. Il sait que sa femme est toujours présente près de lui, mais elle est devenue inaccessible. Et donc, il y a une terreur qui l'habite à ces instants. Mais pourquoi pas, on peut faire cette interprétation. Mais moi, j'ai bien aimé, évidemment aussi, cette mise en avant de la lutte de l'homme dans sa propre survie. Donc, cet homme est confronté à des dangers totalement inédits. C'est le premier homme au monde à rétrécir et à être confronté à une araignée qui devient pour lui gigantesque, à des éléments comme une simple boîte en carton, une boîte de conserve, qui deviennent des piliers ou des blocs gigantesques à soulever pour lui, qui sont très difficiles et qui mettent en danger sa survie. Évidemment, il doit manger, il doit s'habiller, donc il est confronté au quotidien. Et à mon sens, ce que met aussi en avant Richard Matheson dans ce roman, c'est la capacité de l'homme à trouver de l'énergie, une sorte de résilience dans l'être humain pour survivre, simplement survivre et toujours aller plus loin, gratter quelques minutes, quelques jours de survie pour voir où va nous mener l'existence. Donc ça c'est très intéressant. Je voulais vous lire mes notes, mais en fait j'ai pas lu beaucoup de notes. Et donc le personnage Scott Carey, pour moi, où c'est vraiment intéressant, c'est toute cette déclinaison des capacités de l'être humain à survivre. Pourquoi, comment? Alors après, il y a des interrogations philosophiques sur la science, sur l'infiniment petit qu'on ne connaît pas parfaitement à cette époque, et sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qui fonde la vie, pourquoi est-ce qu'on est en vie, jusqu'à quel niveau on est en vie. Ça c'est très intéressant aussi ce qu'il aborde. Et je vous révélerai, évidemment, je ne vous révélerai pas ni la fin, ni la seconde partie du roman, mais on a toutes ces interrogations qui se mêlent à l'intérieur de l'homme qui rétrécit. Alors évidemment, il y a dans ce roman les peurs de son époque. On est donc en 57, les Américains avaient peur, pour certains d'entre eux, de la bombe atomique, de l'énergie nucléaire. Ça fait encore écho à notre civilisation d'aujourd'hui. Il y a toujours un gros conflit. Alors si c'est plus un conflit nucléaire, c'est un conflit sur l'idéologie nucléaire aujourd'hui. Donc ce conflit, il est très présent. Et on voit qu'il est présent dans ce roman aussi énormément. Est-ce que le nucléaire va nous détruire? Ou bien est-ce que, comme dans d'autres romans de SF, il va au contraire nous porter vers l'avenir? Donc il y a toujours les deux aspects qui vont se combattre. Et ça, c'est très intéressant dans L'homme qui rétrécit. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas lu ce livre, si vous voulez découvrir un roman de science-fiction passionnant qui se lit sans lâcher la lecture un moment, vous pouvez vous plonger directement dans L'homme qui rétrécit. C'est un style rapide. Matheson a un style d'écriture
assez rapide, les phrases sont plutôt courtes, mais ça en fait un récit dynamique, ça n'est pas très gênant. Parfois ça peut être gênant. Là ça ne l'est pas parce que ça n'est pas systématique. Dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, vous avez vu, il y a des phrases longues et des phrases courtes. À certains moments du récit, les phrases sont plus courtes, mais ça amène un certain dynamisme et ça nous précipite dans l'urgence de la survie de cet homme Scott Carey. Voilà, je vais vous laisser avec cette chronique sur l'homme qui rétrécit. Foncez dans ce livre de science-fiction. C'est un des meilleurs livres de science-fiction que j'ai pu lire personnellement. Je vous dis à bientôt.